Allô, papa! À l'école, ils cherchent des personnes pour faire le club d'impro. Ah ben, Ben, je sais pas si j'ai ce qu'il faut, là, pour faire l'équipe, là. Tu as déjà fait ça, toi, de l'impro? de l'improvisation? Moi? Ben c'est certain, mon amour, à tous les jours au garage, à chaque fois que quelqu'un me demande « ça c'était pas garanti, ça! » Papa, je te parle de l'équipe, là, encadrée par un coach. Ben là, si t'encadres, fais attention de pas tomber du mur! C'est ça qui me fait peur. D'un coup, chez tes gènes de Black Bush. Ben voyons, sois pas gêné, ça va commencer à te piquer. Mais là, papa, c'est quoi le rapport? Ben, la gêne éthique! Les gènes pis l'éthique! Papa, l'impro, c'est sérieux, bon. Salut tout le monde et bienvenue au balado de l'OQL. Mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille deux merveilleuses personnes pour nous parler de la pratique de l'improvisation au Québec. En lien avec la thématique de l'épisode, j'ai pris la lourde décision de ne pas rédiger de texte pour cet épisode. Attention, j'y vais a cappella, improvisation de bord en bord de l'épisode. Et ça commence maintenant. Ok, donc, bienvenue à la... Non, ça c'est déjà dit. L'improvisation au Québec, un sujet chaud qui en fait jaser plus d'un, parce que c'est quand même populaire. On en parle justement aujourd'hui dans le balado de l'OQL avec votre animateur, Frédéric Ross. Fait que je sais pas si tu le remarques, mais j'ai la chance d'avoir quelques cordes à mon arc dans la vie, mais l'improvisation, disons que c'est une corde qui est légèrement absente. Puis vous essayerez de faire un discours qui touche la bonne cible sans corde. C'est très hardcore. C'est ça que je disais. Bon ben, pour le bénéfice de tout le monde, je vais retourner au confort de mes petites notes. Ah, c'est mieux comme ça. Je disais donc la pratique de l'improvisation au Québec. Dans le rapport de recherche sur l'état du milieu du spectacle d'improvisation théâtrale au Québec, rédigé par Jocelyn Garneau en partenariat avec le Théâtre de la Ligue nationale d'improvisation et la rencontre Théâtre Ado de Laval, pour les prochaines fois, je pense que je vais juste dire rapport de Jocelyn parce que si je le dis au grand complet, ça risque d'être long. Donc, rapport de Jocelyn. Tout le monde est d'accord avec ça? On est parti? OK! Donc, dans le rapport de Jocelyn sur l'impro, on peut lire que l'Assemblée nationale du Québec a passé une motion en 2016 pour reconnaître l'improvisation comme un courant artistique emblématique de la culture québécoise, une forme d'expression unique et une discipline artistique à part entière. C'est effectivement très beau, mais en même temps, maintenant que je vous ai dit ça, c'est quoi l'improvisation pour vous? Quand on vous dit pratique de l'improvisation, qu'est-ce qui vous vient automatiquement en tête? Ça se pourrait-il que ça ressemble un petit peu à ça? Improvisation comparée qui a pour titre « T'es qui toi? » Nombre de joueurs, 1 joueur par équipe. Catégorie « Chanter ». Durée 2 minutes. Alors, j'ai une question à 34 et 75 pour vous. Est-ce que l'improvisation s'arrête au match d'impro? Est-ce que l'impro, c'est un sport, une activité sociale, une discipline ou même un art? Toutes ces réponses après la présentation de nos deux invités. Et on commence avec... Élodie Mongrain, improvisatrice de longue date et enseignante au secondaire. Jocelyn Garneau. Ah ben regarde-moi ça, si tout est dans tout. C'est le gars que j'ai nommé tantôt. Tu sais là, le gars qui a fait le rapport sur l'improvisation. Tabarouette, c'est excitant. Jocelyn Garneau, professionnel de recherche à l'OQL, candidat au doctorat en loisirs, culture et tourisme à l'UQTR. Il est aussi président d'Impro Trois-Rivières, une OBNL qui soutient les créateurs et producteurs de spectacles alternatifs d'improvisation à Trois-Rivières. Je reviens donc à ma première question existentielle qui est en mode comparé, qui a pour titre « Quand on parle d'improvisation, on parle de quoi au juste? Est-ce que l'impro, ça s'arrête au match d'impro? » Voici la réponse de Jocelyn, suivie d'Élodie. Ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, l'improvisation a été reconnue par l'Assemblée nationale en 2016, je crois, comme discipline artistique à part entière. Et je pense que c'est une question qui aurait pu davantage se poser. Donc, quand ils ont reconnu l'improvisation, je suis pas certain qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils reconnaissaient exactement.
Je pense qu'il y avait davantage justement en tête le match d'impro, qui est la forme qu'on connaît le plus à cause de la Ligue nationale d'improvisation. Ben, j'ai dit à cause, mais c'est grâce à la Ligue nationale d'improvisation qui s'appelle aujourd'hui le théâtre de la LNI. C'est la formule qui a été diffusée à la télévision aussi au Québec, cette formule de spectacle d'improvisation-là. Donc, on le connaît énormément. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup. Donc, il y a cette première forme-là, le match d'impro, c'est peut-être ce qui a popularisé l'improvisation au Québec. C'est la forme qui est toujours jouée dans les écoles secondaires, dans les cégeps, dans les universités principalement. Mais on commence à voir des spectacles comme une... Ça, c'est pas moi qui a amené ça, c'est un de mes collègues qui s'appelle Louis-Étienne Villeneuve. 3 vagues de spectacles différents, disons. Donc, il y a la première vague qui est le match d'impro. Il y a la deuxième vague qui est les spectacles qui s'éloignent tranquillement du match d'impro. Donc, on va enlever certains éléments qu'on ne veut plus, qui nous incommodent parce qu'on veut essayer autre chose. Puis il y a une troisième vague où là, littéralement, on est plus inspiré de l'improvisation aux États-Unis. Donc, une formule beaucoup plus libre, beaucoup plus près du stand-up, que ça soit en formule courte, des improvisations de 30 secondes à 2 minutes, ou en formule longue, donc de 15 minutes en montant des fois jusqu'à 1 heure et demie, là, une seule improvisation. Donc, l'idée ici, c'est que l'imagination est la seule limite là, maintenant pour les formes de spectacle qu'on peut retrouver au Québec. Si on reste là, dans l'idée que l'improvisation, c'est une représentation, un spectacle, parce que c'est sûr que c'est aussi un processus créatif, mais souvent quand on parle d'improvisation, on s'intéresse à l'aspect spectacle et représentation. Bien, il y a, oui, le match d'impro comme fait la LNI, mais il y a aussi tout ce qui est, je dirais, spectacle d'improvisation théâtrale. Donc, je rentrerais là-dedans tout ce qui est sans arbitre, spectacle où des fois, il y a de la compétition, il y a 2 équipes, mais la compétition prend vraiment pas l'avant-plan ou est vraiment pas la majeure partie du spectacle, où justement, on va décloisonner un peu le spectacle pour favoriser la création. Donc, ça peut être ça, des soirées où il n'y a pas d'arbitre. Souvent, c'est remplacé par un maître de jeu qui va donner des contraintes beaucoup plus vagues ou larges qu'une carte thème. Ça peut être ce qu'on appelle en anglais le long form, donc l'espèce de forme longue où là, on va faire des improvisations de 15, 30, 45, 60, 100 minutes. Ça peut être des soirées où on présente des concepts, puis là, bien, toute la soirée, il y a un différent concept. Donc, il y a des troupes qui se spécialisent dans certaines choses. Par exemple, bien, ce soir, on improvise dans l'univers de Shakespeare. Donc, la semaine avant, les gens qui participent à ce spectacle-là vont s'imprégner de l'univers de Shakespeare, des codes de son œuvre, puis ce soir, on ne fait que quelque chose à la manière de Shakespeare. Vraiment, là, les possibilités dans le cadre improvisation théâtrale, qui n'est pas un match d'impro, sont assez infinies. Puis sinon, ben, il y a tout ce que j'appellerais le spectacle humoristique, où là, au contraire, on va favoriser des improvisations un peu plus courtes, très cadrées, où on va mettre les joueurs dans des situations qui vont nécessairement être drôles. Des fois, ça peut être un peu là, ce qu'on avait vu avec l'émission Dieu merci, qui était très populaire il y a quelques années, où là, ben, on met les gens dans une situation en particulier, puis ils doivent improviser là-dedans, mais c'est quand même prévu pour que ce soit ultimement drôle. Il y a une émission américaine aussi qui s'appelle Whose Line Is It Anyway? Qui est justement, c'est un jeu dans lequel on place des joueurs dans des situations, on leur donne des contraintes, on leur donne des défis. Il n'y a rien qui est écrit à l'avance sauf les contraintes du défi, donc c'est de l'improvisation, mais l'objectif ultime, c'est que ce soit drôle. On voit beaucoup aussi aux États-Unis ce qu'on appelle le improv, le classique là, où les gens vont demander aux gens dans la salle « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? » Puis partir des réponses pour s'inspirer. Puis là, ben, on va enchaîner, sans le cadre d'un match, on va enchaîner plusieurs petites improvisations dont l'objectif ultime est de faire rire le public. En complément des réponses de nos 2 invités, dans le rapport de Jocelyn sur l'improvisation, on peut lire que même les improvisateurs et improvisatrices sondés ne s'entendent pas sur la nature de l'improvisation. Effectivement, environ 97% des répondants s'entendent pour dire que l'improvisation, c'est un art, tandis que 90% disent que c'est une activité sociale.
Environ 88% des répondants disent que c'est une discipline et seulement 34% disent que c'est un sport. Ceci étant dit, bien que la nature de l'improvisation ne soit pas explicitement définie, comme observateur de la pratique, il semble y avoir un élément assez central à l'improvisation, soit l'humour. Oh wow, maman, regarde comment c'est beau. En effet, à titre de spectateur, il est fort probable que nous soyons en constante attente du prochain punchline, qui se traduit en français par « attendre en ligne pour le punch ». Je vous promets que je ne m'inscris pas en impro. Bref, quelle est la place de l'humour dans l'improvisation théâtrale? Voici la réponse d'Élodie et de Jocelyn. Bien, à moins qu'on soit dans un spectacle, comme je disais, où l'objectif ultime, c'est d'être drôle, je pense que ce serait une erreur de penser que l'humour doit être central. Pour la simple et bonne raison que ça me prend quand même une base. Si je vais au cinéma voir une comédie, puis qu'il n'y a pas d'histoire à la base, que c'est juste des blagues qui n'ont pas de lien entre elles, après 4 minutes, mon niveau d'attention, il est moindre. J'ai vu aussi plusieurs gens se casser les dents parce qu'ils pensaient que ils se disaient, moi je suis drôle, je vais aller faire de l'improvisation. Puis finalement, ça marchait pas, puis ils se disaient, coudonc, je suis pas drôle, mais c'est pas ça, c'est parce que ça prend aussi d'autres compétences. Donc, c'est ça. C'est loin d'être central. Faut aussi une trame narrative de fond. C'est comme, souvent ce que je dis, c'est une improvisation, c'est comme si je prenais 2 minutes, 3 minutes dans une émission de série télé, dans un film ou dans une pièce de théâtre, puis je le présentais sur scène, sauf que c'est pas préparé d'avance, puis notre budget est à peu près de 0$ pour la production. C'est beaucoup l'attente du spectateur. Puis l'attente du spectateur, elle vient du fait que on a découvert l'improvisation théâtrale au Québec par le match d'impro. Et le match d'impro, puisqu'il faut faire des points, on va donc faire de l'improvisation pour ce qui est le plus payant. Et ce qui est le plus payant auprès du public, c'est l'humour. C'est pour ça que les gens votent. Il y a une panoplie de livres qui décrit ça d'ailleurs. Une très bonne lecture à faire là-dessus. C'est le livre de Raymond Cloutier qui est sorti en 2021 qui s'appelle L'improvisation retrouvée. Donc pour faire une histoire courte, Raymond Cloutier faisait aussi avec le Grand Cirque Ordinaire de l'improvisation théâtrale, mais c'était beaucoup basé sur la création d'univers, d'histoires, de personnages, et c'était aucunement obligé d'être drôle leurs histoires, quoique ça l'était parfois. Et ils pouvaient partir dans des grands spectacles, des fois de 3-4 heures d'improvisation. Et donc, c'était une improvisation libre, complètement différente. Et justement, Raymond Cloutier est très choqué dans un sens que c'est le match d'impro qui a pris toute la place au Québec parce qu'il dit que ça l'a tué finalement les autres formes d'improvisation où l'humour n'était pas nécessairement ce qui était mis de l'avant en premier. Voyons, ça doit sûrement être là. Oups, c'est reparti, désolé. Sachant qu'on n'avait pas besoin d'être drôle en impro, je commençais mes recherches pour m'inscrire à un club dans ma région. En plus, j'ai lu dans le rapport de Jocelyn que 34,6% des improvisateurs adultes participant à des spectacles devant public n'ont jamais suivi de formation en dehors de leur parcours scolaire. Il conclut donc que l'improvisation au Québec, c'est largement pratiqué comme un loisir artistique par des amateurs, même s'il existe une poignée d'individus qui gagnent en partie ou en totalité leur vie grâce à cette discipline. J'ai pas absolument besoin d'être drôle, pis j'ai pas besoin de formation professionnelle. Où c'est que je chigne? Non, c'est une vraie question. Où c'est que je peux m'inscrire? Je cherche, mais je trouve pas. Avec une aussi grande masse d'amateurs, il doit sûrement exister une forme de structure d'encadrement de la pratique. Non? Voici la réponse de Jocelyn. C'est très structuré et en même temps, c'est très peu structuré. Il y a 3 grands domaines, je dirais, d'improvisation, de structure d'improvisation au Québec. Il y a tout le domaine scolaire qui commence au niveau des écoles secondaires, beaucoup. C'est rare qu'on a de l'impro au primaire. Au niveau des écoles secondaires, on estime qu'il y a à peu près 250 écoles secondaires au Québec qui font de l'impro. Quand on est en région métropolitaine, on a des ligues régionales qui vont nous permettre de faire de l'improvisation interscolaire, de rencontrer d'autres écoles facilement et de faire des matchs d'impro avec ces écoles-là. Quand on est en milieu régional, c'est beaucoup moins structuré. Donc, c'est souvent cas par cas, on va appeler une école quelqu'un qu'on connaît, puis c'est notre seule façon de faire de l'impro interscolaire. Sinon, tout se passe à l'intérieur des murs de l'école. Ensuite, la plupart des cégeps
ont des ligues d'impro, ont des équipes d'impro, et c'est structuré par le réseau RIASC, donc le réseau interculturel des activités socioculturelles du Québec. Et la plupart des universités québécoises ont aussi des ligues d'impro. Et la seule structure interuniversitaire qu'il y a s'appelle la Coupe universitaire d'improvisation, qui est un tournoi d'une fin de semaine, une fois par année. Ensuite, le deuxième grand milieu, c'est tout ce qui est le civil ou l'amateur. Donc, au niveau des adultes hors scolaire, l'improvisation, c'est presque uniquement de l'amateur. Il y a à peu près 120 organisations au Québec qui sont majoritairement des ligues d'impro et quelques autres formes d'organisation, et donc qui produisent et diffusent des spectacles dans les grandes villes du Québec et dans les plus petites également. Mais c'est sûr que ça prend un certain volume de villes là, pour avoir une ligue d'impro dans sa municipalité. Puis il y a le milieu professionnel de l'impro qui est très peu structuré. Les gens qui gagnent de l'argent ou une partie ou en tout de leur salaire annuel grâce à l'improvisation, qui en font carrière, se comptent sur les doigts d'une main. Donc, on a après ça beaucoup de comédiens, comédiennes qui vont gagner parfois une partie de leur salaire grâce à l'interprétation dans des spectacles d'improvisation, mais ça fait vraiment pas, c'est vraiment pas une grande partie là, de ce qu'ils font dans leur année, là, finalement. Parlant de structure, la revue Réplique, qui traite de l'improvisation au Québec, a consacré un numéro complet sur la place des femmes en improvisation théâtrale, soit le volume 2, numéro 2. Dans ce numéro, il est possible de lire la réalité et le contexte dans lequel plusieurs femmes pratiquent l'improvisation. Et croyez-moi, malgré leurs superbes plumes, le paysage n'est pas très jojo. À notre manière, on a donc souhaité gratter un peu plus sur le concept et sur les possibles conditions qui font en sorte que, plus on avance en âge, moins il y a de femmes qui pratiquent l'improvisation. On a donc demandé à Élodie de nous partager sa vision sur la place des femmes dans l'impro. Et voici sa réponse. Être une femme en improvisation, il n'y a pas si longtemps, c'était, et je pense que c'est encore dans plusieurs milieux, être la seule fille de l'équipe ou des fois une des deux filles de l'équipe. C'est attendre ton impro. Il y a une catégorie là, d'improvisation dans le match d'impro qui s'appelle dramatique. Honnêtement, j'ose croire que ça existe de moins en moins, mais qui est comme une espèce de « OK, là, on va arrêter d'être drôle, on va laisser les filles jouer des émotions. » Parce que souvent, c'est ça, souvent le classique, là, quand j'étais au cégep, c'était la fille de l'équipe attend sur le banc l'impro dramatique pour faire son impro du match. C'est aussi de façon beaucoup moins le fun. Être une femme en improvisation, des fois, c'est passer ta seule impro de la soirée à essayer d'éviter le gars de l'autre équipe qui, lui, a fait un pari avec son équipe qui serait capable de t'embrasser sur une impro. Puis perdre cette impro-là parce que le public trouve ça tellement drôle, son personnage du gars maladroit qui essaye de frencher la fille. Donc, c'est toutes ces choses-là. Puis là, je parle même pas de la répartition des responsabilités dans une ligue. Je parle pas du fait qu'il y a un effet de surprise systématiquement quand il y a dans un match la rencontre des capitaines, puis que le capitaine d'une des deux équipes est une fille. Quand j'étais au secondaire, par exemple, on était une équipe de filles parce qu'il n'y en avait pas des gars. Il y avait très peu de garçons dans mon école, et donc il n'y en avait pas dans l'équipe. Et systématiquement, on arrivait en tournoi, puis on se faisait regarder comme l'équipe de filles. Donc, l'équipe qui allait être, selon les standards, facile à battre. L'équipe qui allait jouer des mères puis des blondes. Mais quand il y a juste des filles dans l'équipe, on ne peut pas jouer juste des mères puis des blondes. Au contraire, on a de la place puis on est capable de faire d'autres choses. Donc, c'est ça. C'est tout ça. J'ai l'impression que la place des femmes en improvisation change beaucoup dans les dernières années, heureusement. Des mouvements comme MeToo, par exemple, ça a fait bouger des affaires, ça a brassé beaucoup de choses dans le milieu de l'impro. Bon, personnellement, je ne suis pas tombée en bas de ma chaise, là. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est tombé en bas de sa chaise non plus. Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération l'organisation de ce milieu-là, surtout quand on travaille avec des jeunes qui ne sont pas nécessairement des adultes. Comme je disais tantôt, c'est très différent la façon d'organiser une ligue selon les milieux. Donc, si on ne s'assure pas qu'il y a des adultes qui encadrent ces activités-là, on prend plein de gens qui sont dans un contexte de scène et de compétition, souvent, puis on les met ensemble, puis certains de ces gens-là sont
élevés par leur père au rang de demi-dieux. Puis là, ils se retrouvent tous ensemble, puis c'est sûr qu'il y a des dérapages. Donc, il faut encadrer ça, surtout quand il y a la compétition a des bons et des mauvais côtés, mais il faut l'encadrer, il faut la gérer. Il y a de plus en plus de milieux scolaires, par exemple, qui vont décider de mettre de côté ou de laisser une place différente à la compétition dans leur ligue d'improvisation, justement pour ne pas créer des espèces de joueurs ou joueuses vedettes. Ça passe aussi socialement par le fait d'accepter de donner des rôles centraux aux femmes. Hein. C'est arrivé des soirées d'improvisation où il faut que je prenne du recul puis que je dise, là, moi, ce soir, j'ai joué la mère de, j'ai joué la blonde de, puis j'ai joué l'ex-blonde de. J'aimerais ça, moi aussi, jouer le personnage central de l'histoire. Et ça prend aussi des modèles. Ça prend des femmes improvisatrices qui sont mises de l'avant, qui sont bonnes et qui sont valorisées, pas juste parce qu'elles construisent une trame narrative en arrière-fond, pendant que leurs collègues masculins font des blagues et frappent des circuits. Avant de finir, on a pris l'habitude depuis certains épisodes de se laisser avec un petit mot de la fin. Habituellement, je demande à tous mes invités de me partager ce petit message d'espoir afin que j'en choisisse un seul parmi eux. Mais là, Jocelyn et Élodie ont décidé de m'offrir 2 performances extraordinaires. J'ai donc dû flipper ma carte de bibliothèque parce que moi non plus, j'ai plus de change dans les poches. Morale de l'histoire, j'ai perdu ma carte de bibliothèque et tombé dans les égouts. Je peux plus louer de livres puis j'ai encore un choix à faire. Alors voici donc le mot de la fin de Jocelyn, suivi d'Élodie. Ben non, j'ai pas réussi à choisir. Je suis venu faire ce balado en espérant qu'on allait changer un peu la vision du monde de ce qu'est l'improvisation parce que, et on en avait discuté au préalable, toi et moi, l'improvisation, c'est ça, c'est encore beaucoup vu comme le match d'impro tel qu'il était diffusé à la télévision, à Radio Québec, en fait, dans les années 80. Et ça fait longtemps, les années 80. On est presque 40 ans plus tard. Et ça a évolué énormément, l'improvisation. Donc, on a créé énormément de belles choses en improvisation au Québec, autour et au-delà du match d'improvisation. Et j'encourage tout le monde à être curieux, en fait, d'aller voir de l'improvisation théâtrale pour ce qu'ils vont avoir devant eux et non pas en espérant revivre ce qu'on avait dans les années 80. Intéressez-vous à toutes les formes d'improvisation théâtrale, mais aussi musicale, improvisation cirque, danse que vous pouvez voir autour de vous parce que c'est une forme d'art à part entière unique et vraiment formidable. J'ai envie de parler de Improvincial, qui est une initiative de l'organisme ACLAM, qui est l'organisme derrière Secondaire en spectacle. Donc, j'ai envie de parler de ça pour que les gens sachent que ça existe, puis se réfèrent à ça. Et la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ça, c'est parce que le milieu de l'impro, là, c'est plein de gens qui capotent quand il y a des responsables de loisirs qui prennent l'initiative de mettre de l'impro en place dans leur milieu. Mais souvent, ces gens-là, c'est pas faute de mauvaise volonté, mais souvent, ces gens-là n'ont pas accès aux structures, à la connaissance, à tout ce qui se fait déjà, puis aux gens qui vont se garrocher pour les aider. Improvincial fait ça un peu, donc c'est un accompagnement. Hein, on vous force pas dans une structure, on vous accompagne, puis on aide à vous donner les ressources parce que faut que l'impro vive. C'est sûr que moi, je vais parler des écoles, là, mais il faut que l'impro vive dans les écoles, il faut que les jeunes continuent à faire de l'impro, il faut que les gens continuent à développer toutes ces belles compétences humaines qui sont développées via l'impro. C'est ce qui met fin à cet épisode du balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, nous vous invitons à nous laisser un commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé, mais ce que vous avez aussi moins aimé de l'épisode. On souhaite aussi remercier nos 2 invités spéciaux pour leur magnifique participation. Nous vous remercions de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. À la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invités spéciaux, Élodie Mongrain et Jocelyn Garneau.